Bonjour, je m'appelle Cecilia Puna et bienvenue à cet épisode de Brave New Women. Partout dans le monde, il y a les femmes ordinaires qui font les choses extraordinaires. Ce podcast leur donne une plateforme et une voix. Il nous inspire tous à faire les choses qu'on a toujours voulu faire et il aide à changer l'image des femmes. Aujourd'hui, je suis absolument ravie de parler avec Carla Gouillou-Beauchamp. Alors, Carla était un journaliste et photographe avant de devenir psychothérapeute et elle est spécialisée en particulier dans l'analyse psycho-organique. Et en plus, elle adore la voile et la plongée sous-marine. Donc, c'est une vraie femme de la mer. Donc, aujourd'hui, je parle à Carla de sa pratique de psychothérapeute et aussi de comment elle combine toutes ses passions pour le bien-être de ses clients. Donc, bienvenue, Carla. Merci. Là, d'abord, pourquoi le changement du journaliste et photographe pour devenir psychothérapeute? Alors, je pense qu'au départ, à l'adolescence, j'étais déjà attirée par la psychothérapie et la psychologie. J'avais commencé à lire des ouvrages de Françoise Dolto déjà à l'adolescence. Alors, j'ai eu l'appel des voyages et j'avais très envie de parcourir le monde, de découvrir le monde. Donc, j'ai commencé par la voile, par la plongée sous-marine. Je me suis formée, j'ai passé différents niveaux et j'ai eu un moment envie de partir avec cette idée en tête de témoigner du monde. Je rêvais d'être grand reporter pour des magazines tels que National Geographic ou Géo. Voilà, de parcourir le monde et de pouvoir témoigner avec mon propre regard de la beauté du monde. Et puis je suis partie, je suis partie faire des reportages en mer Rouge quand j'étais étudiante avec le magazine Octopus, un magazine de plongée sous-marine. Et j'ai commencé à faire du reportage. Et puis, j'ai enchaîné avec une école de photographie après avoir fait le CFPJ, l'école de journalisme à Paris. Et je me suis formée à la photographie. Et là, j'ai eu envie d'emmener toute ma classe avec mes professeurs. Donc, j'ai amené toute ma promo faire du bateau avec l'école de voile des Glénans. Et on a fait un reportage, de la mer. Et en fait, ce que j'avais envie, c'était d'être en mer, d'être en pleine nature, de faire de la photo, de témoigner de cette beauté. Et j'ai postulé pour une place d'encadrante journaliste avec une association qui s'appelait à l'époque La Baleine Blanche. Et je suis partie 1 an avec un groupe de jeunes en tant qu'encadrante journaliste photographe. 1 an sur un bateau et aussi des temps à terre dans des familles, des familles au Yémen, au Soudan, en Égypte. Et en fait, le rôle que j'ai eu dans ce groupe n'était pas forcément un rôle de photographe journaliste, mais plutôt un rôle... c'était un rôle en fait beaucoup plus humain, beaucoup plus dans la relation. Et il y avait, sur un groupe de 17 jeunes, il y avait 4 jeunes placés par l'ASE, l'assistante sociale à l'enfance. Et en fait, j'ai beaucoup plus été une personne à l'écoute. Moi, j'avais à peine 25 ans. J'étais avec des jeunes entre 11 et 16 ans. Et il y a eu, c'était un voyage qui n'a pas été facile. On a été dans des pays en difficulté. Donc, disons, le rêve que j'avais en tête, l'idéal que j'avais en tête de ces pays-là, j'ai été confrontée à une réalité, à la pauvreté, à des conditions difficiles pour les femmes, à plein de réalités, et aussi avec des jeunes en difficulté. Donc, ça a été plutôt un cheminement intérieur, une rencontre avec moi déjà, avec les autres, les jeunes, et aussi l'équipe encadrante, et puis aussi avec le monde, avec ces pays-là. Et en fait, finalement, c'est beaucoup plus l'aspect humain qui m'a intéressée. Et je pense que j'avais cette fibre naturelle d'être au contact avec l'autre. Voilà. Même lorsque j'étais monitrice de voile pour les Glénans en tant que bénévole. Je
pense que voilà, j'étais pas la meilleure monitrice pour expliquer tous les aspects aérodynamiques de la voile, mais en revanche, j'avais cette fibre-là d'accompagner les gens au niveau humain sur un bateau, comment vivre ensemble, comment cheminer ensemble. Et c'est souvent ce qui m'a été ramené. Voilà, cette qualité d'accompagnement et d'être. Et quand est-ce que tu étais sur la baleine, le baleine bleue? Et quand est-ce que tu as décidé que c'était vraiment ça qui était ta voie et que tu voulais basculer, faire une formation pour être Alors, donc, cette association La Baleine Blanche, en fait, il y a eu des complications. Baleine Blanche, excusez-moi. Voilà. Il y a eu des soucis avec l'équipe encadrante. Alors, je ne vais pas m'épancher là-dessus, mais ça a été compliqué. Hein. Donc, je suis revenue avec beaucoup de désillusions, de déceptions sur ce projet qui ne correspondait pas du tout à ce que j'attendais. Et je suis revenue avec une forme de désespoir, en fait. Donc, je savais plus ce que je voulais faire parce qu'en fait, le métier de journaliste reporter, voilà, il avait pris un autre aspect dans mon esprit. Il correspondait pas forcément à ce que j'avais imaginé. En plus, c'est un métier où il faut se vendre, où il faut se mettre en avant, etc. pour vendre. Et j'avais pas. D'ailleurs, j'ai toujours pas cette fibre-là de se vendre. Et je suis revenue aussi avec des soucis de santé. Voilà, parce qu'on a été dans des familles où j'ai bu de l'eau non potable, malheureusement, au Soudan. Donc, je suis revenue très malade. Donc, il a fallu que je prenne soin de moi, soin de mon corps, parce que je suis vraiment revenue avec des gros soucis de santé. Et avec une pathologie auto-immune. Et j'ai commencé du coup à m'intéresser au travail sur soi. Voilà, qu'est-ce qui s'était passé déjà pendant cette expédition, que voilà, des choses compliquées. J'avais besoin de mettre du sens dessus. J'avais besoin aussi de comprendre, de comprendre ce qui s'était passé. Donc j'ai commencé en fait un travail en psychothérapie et en analyse psycho-organique. Je connaissais pas cette méthode, mais en fait, on m'a donné l'adresse d'une personne et j'ai commencé ce travail sur moi. Et tout de suite, j'ai senti en fait que j'avais vraiment besoin de ce temps d'introspection. J'avais besoin de ce temps de pause pour savoir vraiment ce que je voulais en fait dans ma vie. Donc, ça a été le début d'un chemin qui est toujours en cours, parce que c'est un processus, je pense, de vie. Voilà, un processus continu de la connaissance de soi. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. Et puis, comme je suis de nature curieuse, j'ai voulu en savoir plus et je me suis occupée aussi d'enfants dans des écoles primaires. J'ai été employée vie scolaire où je me suis occupée d'enfants en difficulté. Et là, j'ai été en contact avec l'équipe de psychiatrie de l'hôpital Sainte-Anne. Et donc, j'ai commencé à tisser des liens avec l'équipe, avec les psychiatres, avec les psychologues, avec les psychomotriciens, etc. Et puis, un jour, ils m'ont encouragée en me disant que j'avais cette fibre, cette fibre-là. Donc, j'ai repris mes études. Donc, tout en travaillant dans cette école, j'ai repris une licence de psychologie à Paris 5 Descartes et aussi l'école d'analyse psycho-organique. Donc, j'ai fait 5 ans de formation dans cette école, à l'EFAPO, l'école française d'analyse psycho-organique. Et voilà. Et donc, je suis devenue thérapeute. Tout en faisant des stages à l'hôpital, avec la faculté, avec l'université. Et puis, j'ai commencé à recevoir mes premiers patients, mes premiers clients en thérapie individuelle, en libéral. Moi, ce que j'entends, c'est que, en fait, tu avais une grande curiosité pour savoir ce qui se passait dans le monde. Et c'est de là où
venait ton envie d'être journaliste et photographe. Et finalement, ce que tu as vu, c'est cette curiosité s'est retournée vers l'humain. Et que c'était plus une curiosité vers l'humain et comment soigner, d'abord soigner toi-même après ce voyage et ensuite comment soigner les autres. Oui, oui. Oui, parce que je pense que j'avais cette fibre d'aider les autres. J'ai souvent été en contact avec des personnes en difficulté et cet élan de prendre soin des autres. Mais malheureusement, je me suis laissée de côté. Et bien souvent, ça m'a rattrapée en fait. Voilà, cette souffrance m'a rattrapée. Donc j'ai pris soin de moi pour pouvoir déjà être alignée avec moi-même. Et ainsi accompagner les autres pour pouvoir faire ce chemin. Voilà, on ne peut pas faire l'économie du travail sur soi en accompagnant les autres. Voilà, et c'est ce que je transmets aujourd'hui, comment on peut prendre soin de soi pour prendre soin des autres et du monde, de la nature et voilà, de tout ce qui nous entoure. Et c'est quoi l'analyse psycho-organique ? Alors, c'est une méthode qui a été créée par Paul Boyson, qui en fait a repris les thérapies psychocorporelles, humanistes, la psychanalyse aussi, qui a donc c'est une méthode qui accueille la personne telle qu'elle est dans toutes ses dimensions, au niveau de la psychologie corporelle, la psychologie émotionnelle, de tout l'aspect aussi inconscient, de toutes les parts psychiques, voilà, et aussi la psychologie du sens, mais de pouvoir poser un sens à sa vie, de lui donner une direction. Donc voilà, c'est une méthode qui est assez vaste, donc c'est dur d'en faire un résumé, mais en fait, ce que j'ai aimé, moi, ce que j'y ai trouvé, c'est que plutôt que de simplement penser son corps ou penser sa vie, c'est de la ressentir et de pouvoir être au contact direct avec ces différentes parties de soi. Donc, c'est une méthode qui invite vraiment à se rencontrer de façon directe. Et pas simplement par la pensée. Et comment tu travailles avec tes clients alors ? Est-ce que c'est uniquement verbal ou est-ce qu'il y a une partie de travail sur le corps ou comment ça se manifeste ? Alors, c'est de manière générale, parce que c'est différent avec chaque personne. J'ai une palette d'outils, mais bien évidemment, ce ne sont pas les outils qui sont importants. Ce sont simplement des outils, mais c'est plutôt la relation et l'alliance thérapeutique qui va être importante. Et après, selon la demande, selon le besoin de la personne et de ce que moi je ressens, ce qui est juste à ce moment-là, je vais proposer une façon de travailler ensemble. Donc bien souvent, ça va commencer par un dialogue en face à face pour qu'on puisse déjà faire connaissance, s'apprivoiser, qu'il y ait un climat de confiance et de sécurité, qu'on puisse tisser des liens sécures pour pouvoir un petit peu plonger ensemble cette image de la plongée où on fait des paliers, où il y a ce fil d'Ariane où on va descendre palier par palier. Et donc, quand la personne est prête et a besoin d'aller contacter son monde émotionnel, tout le monde inconscient, toute cette, tout ce qui ne se voit pas de façon invisible, là, je peux inviter la personne à s'allonger, dans un climat où je suis assise à côté de cette personne et j'accompagne cette personne à contacter les sensations du corps, à contacter ses émotions de son monde interne et aussi au travers de rêves éveillés de contacter son monde symbolique. Voilà, toutes ces images qui construisent sa psyché pour être en connexion avec le symbole est porteur de sens, c'est multidimensionnel. Des fois, les mots vont être limités, tandis que les images, le rêve éveillé va permettre de rencontrer différentes dimensions de soi. Et donc, il y a ces outils-là. Et après, j'en ai d'autres parce que, comme je suis curieuse de nature et que parfois, j'avais envie d'aider plus les clients qui venaient me voir, je me suis formée à différents courants et j'ai
voilà, je pense que je serai en formation toute ma vie. Hein. On a tellement à apprendre. La psyché humaine est tellement vaste. C'est comme une terra incognita. Hein. C'est comme si je partais en bateau et que je découvrais à chaque fois de nouveaux continents de la psyché, hein, grâce à mes patients, grâce aux clients. Donc, je me suis formée, en transgénérationnel, en psychologie énergétique. C'est quoi le transgénérationnel? Bien, la psychologie transgénérationnelle, en fait, c'est tout le travail avec ses ancêtres, avec ses aïeux, avec sa lignée, hein, parce que nous contenons aussi la mémoire de nos aïeux et de nos ancêtres. Et le fait de travailler sur soi, en fait, on travaille aussi sur certaines choses qui ont lieu avant notre naissance, que nous portons en nous. Hein, l'information est en nous, dans nos gènes. Maintenant, il y a des études scientifiques qui peuvent, démontrer ça. Et donc, parfois, il y a certaines problématiques, certains traumas qui se répètent de génération en génération. Et on constate que quand un trauma n'a pas été élaboré, n'a pas été pensé par un ancêtre ou par des aïeux, ça peut se transmettre chez les descendants. Et donc, on va travailler ça. On va pouvoir mettre aussi du sens, de la lumière pour que ça puisse s'élaborer et se libérer d'une certaine manière. Donc voilà, j'ai été formée par une personne qui travaille beaucoup avec des enfants, et qui a pu libérer certains troubles, hein, certains traumas chez des enfants qui, en fait, ça se passait au-dessus. Voilà, ça se passait dans des générations au-dessus. Alors, c'est pas pour remettre la responsabilité aux ancêtres, mais simplement que tout est relié et que si on considère que c'est une grande toile, voilà, on va travailler à différents endroits. On travaille sur soi, on travaille sur ses ancêtres, on travaille sur différents plans pour avancer avec plus de liberté dans sa vie. Et tout à l'heure, je t'ai coupé. Quels sont les autres types de formations que tu as fait? Alors, j'ai fait de la psychologie énergétique. Hein, donc là, toute la dimension énergétique, parce que j'ai travaillé sur le corps, sur les émotions, sur la psyché, mais il y a aussi tout le plan énergétique qui m'a beaucoup intéressée. Donc tout ça, c'est parce que je l'ai expérimenté, je l'ai testé. Hein. Je suis mon propre cobaye, et donc tout ce que je transmets, c'est parce que je l'ai moi-même testé et que j'en ai vu des bénéfices. Mais il y a plein d'autres méthodes qui sont certainement très bien. Malheureusement, j'ai pas assez de temps pour me former à tout. Et je pense que déjà je me forme suffisamment. Mais la psychologie énergétique, c'est toute la dimension. Alors le mot énergétique, comme il est, c'est très vaste. Et puis il y a aussi des fausses croyances sur l'énergétique et tout, donc c'est difficile de résumer. Mais si je me rapproche d'un courant, ce sera la médecine chinoise. Ce sera plus facile comme ça. C'est comment est-ce que l'énergie circule dans le corps? Voilà, eux, ils appellent ça le qi. Hein, on appelle ça le qi, le prana. Il y a différents mots. Mais en tout cas, en médecine chinoise, qui date depuis plusieurs millénaires. Hein. Et puis mon mari étudie la médecine chinoise, donc c'est pour ça que ça m'est aussi familier. C'est tout ce flux à l'intérieur de soi, et on peut travailler sur l'énergie des organes qui contient des émotions. Et souvent, une émotion, quand elle n'a pas été élaborée, elle peut être enquistée dans le corps. Hein, donc l'analyse psycho-organique parle de ça, mais avec d'autres mots. Tout se rejoint en fait. Hein, mais c'est comment cette émotion qui a été enquistée dans le corps, on va pouvoir l'aider à se transformer, à se libérer et à ne plus créer un bouchon, on va dire, dans le corps. Donc, la psycho-énergétique, c'est l'alliance entre la psychologie, tout le travail sur les émotions, sur la psyché, sur l'inconscient, et le travail sur l'énergétique du corps. Donc, c'est cette alliance-là. Et donc, je me suis formée en EFT, Emotional Freedom Technique, et avec d'autres outils comme le Matrix. Ce sont des outils qui travaillent sur cette libération quand il y a des schémas et des croyances qui bloquent l'avancée de certaines problématiques. On peut libérer avec ces outils-là. Par exemple, des personnes qui ont des phobies, qui ont eu des traumas, où on voit que simplement le travail en thérapie, que ce soit verbal ou corporel, ne suffit pas. Je vais pouvoir donner un coup de pouce
avec ces outils-là pour débloquer. Donc, j'ai des personnes qui, des fois, ne peuvent pas prendre l'avion ou conduire, ou il y a d'autres traumas. Ils en ont conscience, mais ça ne suffit pas d'en avoir conscience. Donc, on va travailler sur la libération des émotions par ces outils-là. Donc, voilà. Et puis, il y a d'autres outils comme la chirurgie émotionnelle. Enfin, voilà, je me suis formée à différents outils pour avoir différents accès, portes d'entrée, parce que tout le monde n'est pas sensible de la même façon. Donc, il y a des outils qui marchent mieux avec certaines personnes, des outils qui sont plus adaptés à d'autres personnes. Quel est l'outil ou la formation la plus, j'ai envie de dire, étrange que tu as fait, le plus... Étrange? Oui. Oh, j'ai pas fait de formation étrange. Je dirais pas étrange. C'est pas le bon mot. Étonnante. Voilà. Je sais pas, parce que toutes ces... comme j'ai fait des formations à différentes époques de ma vie, donc je pense qu'à chaque fois que j'ai choisi une formation, elle correspondait au moment où j'étais prête et mûre à accueillir cette formation. Donc, à chaque fois, ça a été étonnant et passionnant. L'analyse psycho-organique, je débarquais de 9 mois d'expédition. J'avais jamais été formée en psychothérapie, et je me suis retrouvée dans cette formation où j'étais avec des personnes qui avaient déjà cheminé. Moi, j'avais 26 ou 27 ans, j'étais avec des gens qui avaient déjà 40, 50 ans, qui avaient déjà soit un métier dans la relation d'aide, soit avaient déjà eu un autre métier. Moi, j'étais toute jeune, donc j'ai plongé dans le bain et j'y connaissais rien. Donc, ça a été une vraie aventure. Ensuite, après les autres, c'est avec mon évolution. Donc, à chaque fois, ça a été parce que ça correspondait avec ce que je vivais, là où j'en étais, et avec une autre compréhension, une autre maturation. Donc, j'ai envie de dire que tout ce que je fais dans le moment présent est passionnant. Là, j'ai commencé et je suis en cours de formation en approche chamanique. Je dirais pas que c'est étrange, parce que pour moi, c'est presque normal, en fait. C'est l'inverse, c'est que c'est normal de me former dans ces approches-là, parce qu'avec ce que je rencontre au cabinet, ça me paraît normal. C'est plutôt que c'est pas encore si connu, ou alors il y a des fausses croyances par rapport à ça. Mais donc là, je me forme en approche chamanique parce que ça rassemble tout. Oui, c'est quoi l'approche chamanique? L'approche chamanique, en fait, elle travaille aussi toutes les dimensions, telles que au niveau corporel, au niveau émotionnel, au niveau psychique. Mais il y a la dimension du sacré, la dimension de la reliance avec la nature, qui pour moi est très importante. Et donc, c'est là où maintenant ça se rejoint avec ce que je faisais avant, inconsciemment. J'étais appelée par la nature, en étant navigatrice et plongeuse. La nature a été mes premiers enseignants, a été mes premiers maîtres, en fait. Avec ses contemplations, ses compréhensions, en observant la nature, j'avais des enseignements, mais je ne savais pas encore les mettre en mots. Et donc là, avec l'approche chamanique, c'est comment... Finalement, j'ai compris que y avait une séparation entre nous, êtres humains, et la nature qui nous entourait, alors qu'en fait, nous faisons partie de ce système, et en étant reliés avec ce système, l'approche chamanique propose différents rituels, différentes façons de se relier avec ces ressources qui sont en fait juste autour de nous. Des fois, on cherche à faire compliqué, alors que finalement, tout est là. Donc, ça va... Alors, c'est comme l'approche chamanique, c'est très vaste et c'est multidimensionnel, c'est difficile de le dire en quelques mots, mais en tout cas, ça m'a permis de mettre en pratique ce que je ressentais moi à l'intérieur dans mon cœur, et ce que j'essayais de mettre en place dans ma pratique professionnelle, que je faisais moi personnellement de manière intuitive, mais que je n'arrivais pas à proposer avec une structure, avec une méthodologie, avec un ancrage, parce que toutes ces méthodes, il y a aussi un petit peu de tout, il y a un petit peu de boire à manger, c'est très à la mode aujourd'hui, mais il y a vraiment, il faut un ancrage. Et j'ai pas parlé, mais moi, mon ancrage, c'est quand même la méditation pleine conscience. Depuis des années, je pratique la méditation pleine conscience, et ça, c'est vraiment mon ancrage, et
Et ça m'a amené à toutes ces choses-là, en fait, parce que j'ai pu revenir à cette assise, à ce socle, à cette base, tout en cheminant, tout en explorant d'autres voies. Donc, en fait, si j'ai bien compris, la méditation pour toi, c'est la base de sa santé psychique pour toi. Et après, ça te permet d'explorer plein d'autres façons de traiter les autres ou d'aider les autres avec dans différents aspects. Est-ce que c'est bien ça? Alors, comment je pourrais dire? Disons que moi, j'étais, comme je dis, curieuse, j'avais envie de comprendre et j'avais beaucoup de questionnements et j'avais pas certaines réponses. Alors, je dis pas que ça donne des réponses parce que souvent, ça ouvre d'autres questionnements. Et les réponses sont différentes de ce qu'on peut imaginer. Hein. C'est plus de l'ordre du ressenti et de l'expérience. Mais voilà, c'est plus une connaissance qui est très intime, qui est très personnelle et du vécu. Donc, c'est difficile de mettre des mots, mais voilà. Pour moi, j'avais besoin de j'avais besoin de me relier d'une certaine manière et j'ai rencontré la méditation. Il y en a pour qui c'est le yoga, le qigong, etc. Moi, ça a été la méditation. Et puis, j'ai rencontré différents enseignants qui m'ont enseigné, qui m'ont transmis des pratiques. Et tout en cheminant en psychothérapie, enfin voilà, j'avais cette pratique comme une hygiène de vie en fait, où j'avais ce temps où je pouvais m'asseoir et me rencontrer. Pour moi, c'est l'image d'un bateau qui a son ancre, ça veut dire qui est capable de naviguer mais qui sait revenir au port. Parce qu'on peut partir voyager, mais si on ne sait pas où est notre ancrage, on risque de se perdre. Donc pour moi, c'est ça la méditation, c'est que j'ai ce refuge. En fait, c'est un refuge. Je sais pas comment mettre des mots, mais j'avais cette image de port. Voilà, c'est je reviens à la maison. Voilà, c'est ma maison. C'est ma maison où que je sois, partout, n'importe où dans le monde, où que je sois en formation. Si à un moment je sens que je me disperse, que je sens que je me quitte, je peux revenir toujours dans cet espace en moi. Au travers de la méditation pleine conscience, c'est-à-dire simplement accueillir ce qui est là. Et accueillir ce qui est là, c'est être en contact avec tout son monde, les sensations du corps, les émotions, les ressentis, les pensées, les images, être conscient en fait de ce qui nous traverse. Donc voilà, pour moi, la méditation, c'est mon temple, ma maison, l'endroit où je peux m'asseoir en fait à l'intérieur de moi, où que je sois. Donc, la méditation pour toi, c'est si je formule dans d'autres mots, c'est d'être conscient de ce qu'il est juste à ce moment présent. Est-ce que ça, c'est une autre façon de le dire? Oui. Alors, le mot conscient, il peut induire que c'est un processus mental. Et en fait, non. Et c'est là où j'ai eu des enseignants qui m'ont justement aidé à... C'est une conscience, en fait, qui n'est pas c'est pas de l'ordre du mental. C'est pas... Parce que des fois, le mot conscient, on peut penser que on est observateur, qu'on est simplement... voilà. En fait, c'est de l'ordre du ressenti. Ça nous traverse. Et on est en contact direct avec ce qui se passe. C'est-à-dire, je suis pleinement là, je suis pleinement dans ce que je sens, dans ce que je ressens, dans ce que je vois, soit au niveau de l'esprit, au niveau des images mentales. Je suis pleinement là, en fait. Je suis pleinement dedans. Et je ne suis pas en dehors. Et en même temps, je suis pleinement là avec moi, mais je suis pleinement là avec ce qui est autour de moi. Je suis pleinement avec ce qui est autour, c'est-à-dire dans la relation avec l'autre, mais aussi, c'est-à-dire que là, quand on échange ensemble, je suis au contact de moi, mais je suis au contact aussi de ce qui est en train de se dire entre nous dans le dialogue. Et c'est ce qui se passe quand je suis thérapeute aussi. C'est que je peux être en même temps en contact de mon propre monde et celui de l'autre et le monde de manière plus vaste.
c'est ça que ça m'a... Voilà, pour moi, c'est ça la pratique. C'est vraiment quelque chose de très incarné, de très palpable, en fait. C'est plus au niveau des sensations qu'au niveau du rationnel. En fait, c'est pas dans le rationnel, c'est plus au niveau des sensations. Est-ce que... Mais pas que des sensations, parce que c'est pas que je ressens au niveau du corps, c'est que en même temps que je suis conscient de que je pense, je suis conscient que je ressens, et je suis conscient de mon corps et aussi de ce qui me traverse, qui est au-delà de moi, on va dire ce qui transcende. Pour moi, c'est ça. Voilà. Mais ça, c'est mon expérience, c'est-à-dire que c'est pas du tout une vérité, c'est tel que moi je l'expérimente aujourd'hui, et ça se trouve, ça va changer et que ça va évoluer dans ma perception des choses. Mais en tout cas, comment je le vis aujourd'hui, c'est cette conscience multidimensionnelle où, en même temps, je suis... en fait, pour moi, c'est comme si je me laissais traverser par tout ça. Et j'en suis conscient et je le ressens pleinement. Et en étant conscient de ça, alors je peux agir de façon juste et alignée avec ce qui... où je peux être conscient aussi que je suis dans une réaction. Et là, c'est pris par mes schémas, pris mes croyances, pris par certaines mémoires, pris par des automatismes, pris par des souffrances et des blessures. Mais j'en suis conscient, donc au fur et à mesure que je révèle ça en moi, je peux y amener une conscience autre et agir autrement. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis. Oui, tout à fait. Tout à fait. Moi, j'essaierai plus de le remettre dans mes mots parce que je pense que mes mots sont, tu le dis beaucoup plus clairement que moi je pourrais le dire. Donc, en fait, ce qui est difficile avec les mots, c'est que ça peut enfermer, et c'est ça la difficulté en fait de transmettre la méditation, c'est qu'on peut vite figer une expérience. Et comme j'accompagne des personnes en programme, sur des groupes de méditation, voilà, où j'assiste mon enseignant sur certaines de ses retraites, des fois, c'est au-delà des mots et c'est vraiment une expérience. Et quand la personne, et c'est ça qui est beau, c'est quand la personne, tout d'un coup, ça fait tilt. Il y a quelque chose qui est connu et reconnu par la conscience. Voilà. Et on peut pas... comment dire, ça appartient à la personne, en fait. On sent que la personne, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a une conscience qui s'est révélée à un endroit. Et c'est ça la connaissance pour moi. Et c'est pour ça que c'est difficile des fois de mettre des mots, parce qu'on peut rester, voilà, ça peut figer une perception. Donc, ce que je dis aux gens, c'est qu'on peut lire autant de livres que l'on veut sur la méditation. Il y en a beaucoup en plus en ce moment, parce que moi, quand j'ai commencé la méditation, c'était vu comme quelque chose de très... très original à l'époque, même de douteux. Et aujourd'hui, c'est rentré dans les hôpitaux, etc. Donc, on peut lire autant de livres que l'on veut, mais le vrai chemin de la méditation se fera sur son coussin ou en marchant. Enfin, il y a différentes façons de pratiquer la méditation. Et qu'est-ce que tu proposes à tes clients aujourd'hui donc, tu travailles en individuel, tu travailles en groupe. Qu'est-ce que tu proposes à tes clients? Alors, actuellement, ce que je propose, c'est en cabinet de psychothérapie, j'accompagne des personnes individuelles dans leur propre processus. Voilà, donc là, c'est vraiment un accompagnement sur mesure. C'est propre à la personne, à la problématique. J'accompagne des adultes. Et j'accompagne les enfants intérieurs des adultes, ou bébés intérieurs. Voilà. Exceptionnellement, certains jeunes, certains adolescents, mais c'est quand il y a une demande spécifique. Sinon, c'est plutôt des adultes. Et sinon, en groupe, j'accompagne sur des programmes de méditation tels que MBSR, MBCT, ou des ateliers que j'ai créés, Prendre soin de soi, ou même maintenant des séjours, où là, c'est un petit peu différent. Voilà, je collabore avec d'autres professionnels qui ont des spécialités. Donc, par exemple, j'ai monté des séjours en mer Rouge avec les dauphins, avec un apnéiste, voilà, qui transmet tout son savoir sur l'apnée. Et moi, là, je propose à ce moment-là des ateliers de méditation, de développement personnel.
Et donc là, je vais proposer aussi des croisières sur un bateau en Bretagne qui relie toute ma passion pour la voile, qui pour moi est vraiment un lieu fantastique pour se rencontrer et rencontrer les autres et la nature. Et puis d'autres projets avec de la marche, etc. Donc voilà, j'ai une pratique en cabinet, en individuel, une pratique en groupe sur des programmes bien spécifiques, et aussi des séjours, qui relient mes différentes passions. Ça donne très envie, tout ça. J'avais besoin de relier parce qu'à un moment, c'était trop séparé. Il y avait une dualité en moi où il y avait l'exploratrice que j'aurais aimé être et qui n'a pas pu être, avec ses problèmes de santé, etc. Et puis l'exploratrice des profondeurs au niveau de la psyché et de l'âme. Et donc, je suis devenue une exploratrice de la psyché et de l'âme. Et il était évident de relier ces deux aspects de moi, puisque c'est pas dissocié en réalité. C'est ma façon, c'est peut-être ma singularité, c'est ce parcours en fait. Voilà, c'est ce cheminement intérieur que je partage avec des personnes qui ont envie aussi de relier ce travail de connaissance de soi, de développement personnel et ce travail avec la nature. Voilà, pour moi, c'est pas dissociable. Et je trouve que c'est tellement important que dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, de se soigner soi-même, de soigner les autres et d'être en contact avec la nature et de soigner la nature aussi. C'est ça. Pour moi, ça fait complètement sens. C'est un tout. C'est quand on soigne la nature, comment on se soigne nous-mêmes, comment on soigne les gens autour de nous. Et oui, c'est une écologie. Donc, ce que je dis souvent, parce que souvent j'utilise les images et les métaphores de la météo, de l'écologie. On peut prendre soin de la terre, mais si on prend pas soin de soi, il y a un moment ça fonctionne pas non plus. Et l'inverse aussi, si on prend soin de soi mais pas de la terre ni des autres, ça fonctionne pas non plus. Voilà, c'est un tout. Et comment on peut faire un pas, des petits pas pour que cette écologie puisse circuler. Et d'ailleurs, pendant le confinement, pendant les 2 confinements, j'ai beaucoup proposé des séances en nature parce que avec le télétravail, j'avais des personnes qui avaient besoin aussi d'être en contact avec moi. Bon, j'ai fait beaucoup de visio, mais il y avait des personnes qui avaient besoin de me voir. Et puis pour respecter les mesures sanitaires, pour être, j'ai demandé l'accord de la gendarmerie de ma commune, etc., pour être dans les règles. Les personnes pouvaient venir en séance, mais à l'extérieur. Et comme moi, j'ai la chance d'habiter au bord d'un canal qui est magnifique, je propose maintenant, mais de manière officielle, des séances marchées où justement la nature est au service de la thérapie. C'est-à-dire que ce qui est rencontré, vu pendant cette marche ou entendu, tout ce qui se présente à nous, des fois on rencontre un héron, on rencontre un chêne, on rencontre des végétaux, les saisons aussi, les saisons changent là. Tout ça est amené au service, est intégré dans la thérapie même. Et c'est très aidant pour certaines personnes qui ont besoin de s'appuyer aussi sur ce qui est là. Et puis parfois j'ai eu des personnes qui sortaient plus, étaient enfermées en visioconférence toute la journée et avec qu'une envie, c'était aussi de sentir les pieds dans la terre, de pouvoir s'adosser à un arbre, de pouvoir voir la lumière, de pouvoir entendre les oiseaux. Et dans des moments parfois difficiles, parce que j'accompagne forcément des personnes qui sont au départ en souffrance, la nature peut être très ressourçante, très aidante. Donc voilà, il y a tout ce tissage qui se fait aussi avec la nature. Et quand tu te vois à l'âge de, je ne sais pas, à l'âge de 20 ans, et là où tu en es aujourd'hui, comment tu vois ce chemin-là? Bien, aujourd'hui, quand je me retourne, il a du sens.
Il a du sens, même si j'ai une vie qui est partie un peu dans tous les sens, on va dire. Voilà, un peu atypique. Hein. Moi, à l'âge de 19 ans, je disais que je partais nager avec les dauphins et les cachalots à l'île Maurice, alors que d'autres allaient à la faculté. C'était un petit peu difficile mais en même temps, c'était plus fort que moi. Voilà, pendant longtemps, j'étais la copine qui partait en bateau, en voyage, en plongée, qui faisait du journalisme, puis qui après faisait de la photo, puis après faisait une école de psychothérapie, puis après, j'ai pas tout dit, mais j'ai fait plein d'autres choses. Et donc, ça paraissait un petit peu étrange et puis un petit peu dispersé. Et en fait, au fur et à mesure, et aujourd'hui, en fait, c'est comme si il y avait eu un puzzle, hein, des morceaux de puzzle qui s'étaient reliés, en fait. En fait, aujourd'hui, je vois que tout ce que j'ai fait a un sens et un fil conducteur et m'amène à ce que je suis aujourd'hui. Mais c'est sûr que j'ai traversé des moments où il y avait de la confusion, du doute, des moments d'errance en me disant mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie en fait et puis de se sentir différent. Hein, j'ai beaucoup cherché ma place. J'arrivais pas à trouver. Dès que j'avais une passion, je faisais ça à fond. Et comme j'avais cette fibre d'apprendre assez vite, j'allais vite. Et puis après, je m'ennuyais. Mais parce qu'à chaque fois, il y avait une dimension qui me manquait. Et en fait, j'ai compris que c'était pas à un endroit que j'allais le trouver dans une méthode ou un outil. C'est quand j'allais moi créer mon propre art. Alors je dis ça parce que j'ai eu un échange avec mon acupuncteur il y a pas longtemps. Parce que je viens d'une famille d'artistes et j'ai toujours eu le regret de pas avoir fait les beaux-arts comme on me l'avait conseillé. À l'époque, j'ai pas fait. Voilà, je suis partie au bout du monde et puis des fois je me dis j'aurais dû faire les beaux-arts. Il y a quelque chose qui s'est pas exprimé en moi. Et en fait, en échangeant cela avec mon acupuncteur il y a pas longtemps, il me dit mais en fait tu as créé ton propre art. Ce que tu fais de façon créative, c'est ton art. Et en fait, ça sonnait juste. J'ai créé ma propre patte. Alors, il y a rien d'extraordinaire, hein, mais c'est juste que, en tout cas, moi, je me sens alignée avec ces parts-là de moi dans le sens où ça s'est alchimisé à l'intérieur. C'est plus dissocié. Avant, il y avait une séparation entre les différentes parties de moi, celle qui voulait être exploratrice, celle qui voulait être artiste, celle qui voulait être thérapeute, celle qui voulait être herboriste. Enfin bon, il y a plein de choses. Et qu'à un moment, plutôt que de choisir et de devoir choisir une casquette, un métier, finalement, je les ai rassemblés et je les ai alchimisés et il n'y a plus vraiment de différence entre ce que je fais pour moi et ce que je propose professionnellement, en fait. Il y a une communication entre ces espaces. Il n'y a plus de différence. Moi, je trouve que c'est très... En fait, je suis très touchée par ce que tu dis. Mais le fait que tu avais le courage d'aller chercher à différents endroits et que finalement, à chaque endroit, tu as pris quelque chose et que tout ça, petit à petit, c'était ça. Tu étais là où tu devrais être à ce moment-là, mais tu savais pas. Et que tout ça, finalement, a fait partie de tout ce que tu es, tout ce que tu proposes, tout ce que tu apprends. Et je suis frappée aussi par ta grande curiosité d'aller chercher un peu partout là où ça te fait bien, là où ça t'amène et d'être ouvert à tout ce qui est le monde dans tous ses sens. Je trouve ça me touche beaucoup en fait. Merci. En fait, j'ai écouté mon cœur. Et c'était plus fort que moi parce que si je faisais pas ça, en fait, j'étais en souffrance, en grande souffrance, et donc j'avais pas le choix. C'était ça où j'ai essayé, j'ai fait des jobs où voilà. Mais je souffrais tellement que je pouvais pas y rester. On m'a proposé des postes, des bons postes dans des sociétés de production qui faisaient du reportage, tout ça. Mais moi, rester derrière l'ordinateur, et je pouvais pas. Il fallait que j'explore. Fallait que j'explore. Et puis le fait d'avoir eu des soucis de santé, à un moment donné, arrêter aussi
une forme d'exploration et m'a amenée à d'autres explorations intérieures. Donc, la vie a fait que ça m'a amenée là aussi. Et puis, je pense que j'étais une enfant très discrète, très sage, mais en fait, je me posais tellement de questions, sauf que je les nommais pas. Et je passais inaperçue, en fait. Et en fait, j'avais tellement de questions. Et quand j'ai pu partir voyager, là, il y a eu une forme aussi un petit peu de boulimie de connaissances. Donc, il y a un moment donné où j'en faisais aussi trop. Donc, voilà, ça a été de trouver le juste équilibre entre expérimenter et trouver un ancrage. Voilà, toujours cette notion d'équilibre. Et comment est-ce que tu vois l'avenir? Qu'est-ce que tu espères pour l'avenir? Qu'est-ce que j'espère pour l'avenir? Alors moi, j'ai toujours des projets en tête, mais bon, ce sont simplement des projets. Tu veux dire des projets personnels ou plus collectifs ou plus personnels pour toi, pour ta famille, pour toi surtout. Disons qu'avant, parce que c'est en train de changer, j'avais un idéal. C'était d'avoir un centre de guérison holistique, super centre à la campagne, avec une belle salle de méditation où on pourrait faire du yoga, du qigong, manger sainement, etc. Voir des animaux. Ça, c'était mon idéal. Et au fur et à mesure que j'avance, je me satisfais de ce que j'ai à la maison. Donc, pendant longtemps, j'ai cherché à réaliser quelque chose en dehors de moi, comme s'il y avait un paradis quelque part, le jour où ce projet allait se faire, alors je serais heureuse, etc. Donc, ça a été beaucoup motivé par ça. Et finalement, plus j'ai cheminé, plus je chemine encore, et moins j'ai cette tension en moi de réaliser quelque chose. Et je me dis, si ça vient, c'est super. Puis si ça vient pas, c'est pas grave parce que le projet, c'est que c'est un équilibre en fait à la maison, au travail, avec mes amis, voilà, de nourrir aussi les espaces privés, etc. Et bien évidemment, j'ai aussi pris conscience qu'il n'y avait pas d'idéal et qu'il n'y avait pas de but à un endroit, etc. Mais que, en tout cas, il était possible d'être libre avec ce qui se présentait. Donc finalement, voilà, c'est en train de se... Je saurais plus répondre à les projets parce que j'en ai eu tellement. J'ai tellement eu d'idéaux et en fait aujourd'hui je réalise que j'en ai moins en moins, ce qui est très reposant. Comme j'ai un esprit très vif, dès que je commençais quelque chose, il y avait un autre projet qui apparaissait derrière et c'est fatigant en fait, parce qu'il y a une forme d'insatisfaction, comme si finalement c'était jamais là au bon endroit. Et là, ça se pose, c'est-à-dire que c'est ce chemin en bateau que voilà, les courants ou les vents peuvent amener à tel endroit. Voilà, des fois on se dit on va aller, je vais prendre l'image de la Bretagne, Belle-Île. On va se dire j'ai envie d'aller à Belle-Île, mais finalement les courants, les vents nous amènent à l'île de Groix par exemple, pour amener une image très concrète. Et finalement c'est à l'île de Groix qu'il va se passer quelque chose et qu'on va rencontrer autre chose et ça va ouvrir une autre porte et cette porte va ouvrir vers une rencontre. Et voilà, c'est de plus en plus comme ça que je vis ma vie. Enfin, que j'essaye, en fait, de me laisser porter par les courants. Moi, donc, je sais pas répondre à cette question. Même si j'ai plein d'envies et que j'ai plein de projets, je pense que l'année 2020 nous a bien montré que tout ce qu'on avait projeté, voilà, des fois, on a des projets et puis la vie fait que ce n'est pas possible. Donc aujourd'hui, avec l'actualité, comme on dit, Inch'Allah, il se présentera, il sera possible. On verra. Moi, je trouve que c'est tellement
je trouve que là, c'est un bon moment de te remercier. Parce que je trouve qu'on a vraiment couvert beaucoup de choses dans cet entretien. Et moi, ce qui me frappe, c'est comment tu as pu rassembler toutes ces expériences et trouver une vraie sagesse. Et beaucoup de personnes que j'interviewe disent qu'il faut être soi-même, il faut trouver soi-même. Et je trouve que toi, tu as vraiment, je pense qu'on n'a jamais fini ce travail-là. Mais ce que je vois dans toi, c'est que tu as bien avancé sur ce chemin-là et que tu as vraiment trouvé quelque chose qui te convient une sérénité. Je voudrais juste refléter ça. En fait, j'avais écrit une phrase dans mon carnet de bord quand j'ai été sur ce bateau-là, en mer Rouge. J'avais écrit le plus beau voyage est celui qui mène vers soi, mais sans vraiment y mettre tout le sens que ça a aujourd'hui. Et je pense que voilà, c'est un voyage, la vie est un voyage qui nous permet de se rencontrer dans plein de dimensions différentes. Et qu'il n'y a pas de début et de fin. C'est un processus continu, en fait. Et voilà. Et c'est le navire que j'ai pris et je ne sais pas où il va m'emmener. En tout cas, aujourd'hui, tout ce travail m'a permis d'être plus libre, d'être ce que je suis, en fait. C'est plutôt ça. Merci beaucoup, Carla. Merci. J'espère que cet épisode de Brave New Women vous a bien plu. Si vous êtes une femme, et parfois vous manquez un peu de confiance en vous, ou vous souhaitez avoir plus d'impact, s'il vous plaît, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, sur la page Facebook de Brave New Women ou sur mon site web. Merci pour votre écoute.